Il y a des matins où l'air dans une maison sent la guerre froide. Pas la fumée, pas le bruit, juste cette acidité invisible qui se colle au rideau, au couvert posé trop fort sur la table, au regard qui glisse sans jamais s'accrocher. Ce matin-là, j'avais reconnu ce silence avant même d'ouvrir les yeux. Je m'appelle Solveig. Solveig Rantanen, née dans une ville de province dont les hivers usaient les âmes plus vite que les semelles. Mon nom? Mes parents me l'avaient choisi dans un vieux dictionnaire de prénoms nordiques, espérant y distiller quelque chose de résistant, de tenace. Ils ne savaient pas à quel point j'allais en avoir besoin. J'avais épousé Théodas Kolmer il y a 7 ans, dans une cérémonie sobre au bord d'un lac de granit. Il était architecte, pas l'architecte de bâtiments d'avenir, plutôt celui des façades rassurantes, des maisons bourgeoises qui ressemblent à des promesses tenues. Je l'avais aimé pour sa voix grave et sa façon de dessiner sur les nappes en papier des plans de maisons que nous n'aurions jamais. Je l'avais aimé aussi parce que je ne savais pas encore que derrière lui se dressait l'ombre longue et froide de Mirande. Mirande Kolmer, sa mère. Une femme dont la silhouette étroite occupait malgré elle tout l'espace d'une pièce. Elle avait ses yeux clairs, presque translucides, qui ne reflétaient jamais vraiment la lumière. Ils l'absorbaient. Elle portait toujours des bracelets dorés qui cliquetaient comme un avertissement à chacun de ses mouvements. La première fois que je l'avais vue, j'avais pensé à ces plantes carnivores qui ont l'air de fleurs. Elle vivait avec nous depuis 2 ans. Officiellement, pour raison de santé. En réalité, parce que Théodas était incapable de lui opposer le moindre nom. Et moi, j'avais cru que le temps arrangerait les choses. C'était mon erreur fondamentale. Croire que le temps répare ce que la volonté refuse de corriger. Ce matin-là, donc, j'étais descendue avec mon ordinateur sous le bras. Je travaillais depuis le salon, une habitude que j'avais prise au fil des mois pour éviter l'isolement de mon bureau au fond du couloir. J'avais plusieurs appels prévus avant midi, des clients, une réunion avec mon associé Isolde Branick et la finalisation d'un contrat que nous négocions depuis des semaines. Ma société, Rantanen et Branick Conseil, n'existait pas dans les conversations de la maison. Personne ne posait de questions. Théodas savait vaguement que je faisais quelque chose avec des ordinateurs. C'est ainsi qu'il avait résumé mon activité un soir à des amis, avec ce sourire légèrement condescendant qui lui venait naturellement quand il parlait de moi. Mirande, elle, ne m'avait jamais posé la moindre question sur mon travail. Pour elle, j'étais une décoration vivante, un service d'intendance que son fils avait eu la mauvaise idée de rendre permanent. J'avais allumé mon écran, ouvert mes fichiers. Dehors, le ciel d'octobre pesait comme une ardoise mouillée. J'avais commencé à taper quand j'avais entendu les bracelets. Mirande était entrée dans le salon avec ce pas qu'elle avait, un pas de propriétaire, les talons qui s'enfoncent dans le plancher comme des revendications. Elle avait ouvert le réfrigérateur, l'avait fermé, avait soupiré. Puis elle avait regardé dans ma direction, avec cette expression que je connaissais par cœur désormais, un mélange de mépris et de satisfaction d'avoir quelque chose à mépriser. « Tu es encore là à pianoter ?» dit-elle. Ce n'était pas une question, c'était un état des lieux. Je n'avais pas levé les yeux de mon écran. « Bonjour, Mirande. » Elle avait tiré une chaise, s'était assise en face de moi avec la solennité d'une juge qui a déjà rendu son verdict. Théodas travaille, lui. Il se lève à 6 heures, il rentre épuisé. Il paie les charges de cette maison, les courses, les factures. Et toi tu es là, les mains sur tes petits joujoux. Je travaille aussi, avais-je répondu, la voix posée comme on pose un verre plein. Elle avait ri, ce rire court, nasal, qui signifiait qu'elle ne vous croyait pas et qu'elle voulait que vous le sachiez. Tu appelles ça travailler ? Tu passes des appels, tu envoies des messages. Ma belle-fille travaille sur un ordinateur portable dans mon salon, en robe de chambre à 9 heures du matin. C'est ça ton travail ? J'avais fermé les yeux une demi-seconde. J'avais compté. Pas jusqu'à 10, jusqu'à 3. 3 secondes pour ne pas dire ce que je pensais vraiment. Je ne suis pas en robe de chambre, j'avais dit. Je porte un pull. Elle avait tapé du plat de la main sur la table, un geste théâtral, de ceux qu'elle répétait certainement seule devant son miroir. Tu vis à nos crochets, tu as toujours vécu à nos crochets. Théodas te nourrit, te loge, te chauffe, et toi tu joues à la femme d'affaires avec ton petit ordinateur. Tu es un parasite, Solveig, un parasite déguisé en épouse. Le mot avait résonné dans la pièce.
Parasite. Elle l'avait articulé lentement, comme pour s'assurer qu'il se dépose bien, qu'il laisse une marque. Théodas était entré à cet instant précis. Il avait son café à la main, sa veste déjà boutonnée. Il avait vu sa mère, il avait vu son expression, il avait vu la mienne. Et il avait choisi, comme il choisissait toujours, de ne pas choisir. Il s'était appuyé contre le mur, légèrement, du bout de l'épaule, avec ce regard de quelqu'un qui regarde tomber la pluie par une fenêtre. Je l'avais regardé. Lui avait regardé ailleurs. Alors j'avais souri. Pas le sourire de la femme blessée qui tente de garder la face. Le sourire de celle qui vient de recevoir exactement ce dont elle avait besoin. « Merci pour la preuve », avais-je dit doucement. Mirande avait froncé les sourcils. « Quelle preuve ? De quoi tu parles ?»« De rien d'important », avais-je répondu. « Merci quand même. » Théodas avait ri. Un rire bref, un peu gêné, comme on rit quand on ne comprend pas la blague, mais qu'on préfère paraître dans la confidence. Il avait embrassé sa mère sur la tempe, m'avait adressé un regard rapide. « Tu ne vas pas faire une scène, j'espère. » Et il était parti au bureau. Mirande m'avait lancé un dernier regard acéré, puis elle était remontée dans sa chambre, les bracelets cliquetant leur retraite. Et moi, j'avais rouvert mon ordinateur. Ce qu'ils ne savaient ni l'un ni l'autre, c'est que la phrase de Mirande avait été enregistrée. Non par calcul machiavélique, je ne suis pas de celles qui tentent des pièges, mais depuis 6 semaines, sur les conseils de mon avocate, Teldra Vos, j'avais installé une application sur mon téléphone que je laissais toujours posée face visible sur la table du salon. Une simple application de mémo vocal, activée automatiquement par détection de son au-dessus d'un certain seuil. C'était légal, chez soi, dans une pièce commune. Teldra me l'avait confirmé 3 fois. 6 semaines d'enregistrement. Pas des heures et des heures de palabres, des instants précis. Des phrases que Mirande lançait en passant, des silences de Théodas qui parlaient plus fort que n'importe quelle réplique, des petites humiliations quotidiennes qui, prises une à une, ressemblaient à des accidents de conversation, mais qui, mises bout à bout, dessinaient le portrait net d'un environnement délibérément hostile. Ce matin-là, la phrase de Mirande était particulièrement bien articulée. « Tu es un parasite, Solveig. » Clair, direct, enregistré. Mais ce n'était pas l'enregistrement qui allait faire exploser le téléphone de Théodas. Je dois reculer d'1 an pour que vous compreniez. Il y a 14 mois, le cabinet d'architecture de Théodas, Colmer et Associés, traversait une période que lui-même qualifiait pudiquement de turbulence structurelle. En langage courant, ils avaient perdu 3 contrats majeurs en 6 mois, leur associé principal venait de partir avec la moitié des clients et la trésorerie était aussi vide que prévisible. Théodas était venu me voir un soir. Il s'était assis sur le bord du lit, les mains entre les genoux, avec cette expression d'enfant qui sait qu'il va demander quelque chose qu'il n'aurait pas dû avoir besoin de demander. « J'ai besoin d'un prêt, » avait-il dit, « pour le cabinet. 60 000 €, juste pour passer les 6 prochains mois. Après, le contrat Alderman sera signé et ça repart. » Je l'avais regardé longuement. « Tu veux que je te prête 60 000 €? Avec intérêt si tu veux, ou sans, comme tu préfères. Je te rembourserai dès que... » Théodas, tu sais d'où vient cet argent? Il savait, ou du moins, il aurait dû savoir. Rantanen et Branik Conseil avaient signé cette année-là un contrat avec un groupe de logistique scandinave qui représentait à lui seul 38% de notre chiffre d'affaires annuel. J'avais des économies. Des vraies. Pas le genre de réserve qu'on glisse dans un livret A. Le genre qu'on construit méthodiquement, facture après facture, pendant 5 ans de travail acharné dans un secteur où les femmes doivent constamment prouver leur légitimité 2 fois. J'avais accepté. Parce que je l'aimais encore à l'époque. Ou parce que je croyais l'aimer. Ou parce que je confondais l'amour avec l'habitude de quelqu'un. Ce qui revient peut-être au même un certain temps. Nous avions signé une reconnaissance de dette, rédigée par Teldra, notarié, avec un calendrier de remboursement précis. Théodas avait remercié, avait dit que j'étais extraordinaire et n'en avait jamais reparlé à sa mère. Et Mirande continuait à parler de moi comme d'une bouche inutile qu'on nourrissait par charité. Ce matin du mois d'octobre, après le départ de Théodas et la retraite bruyante de Mirande,
J'avais passé mes appels professionnels. Le contrat avec le groupe Vestoy, un portefeuille de conseil en restructuration pour 3 de leurs filiales européennes, était finalisé. Isolde m'avait envoyé les documents signés à 11h42. J'avais relu chaque clause, apposé ma signature électronique et envoyé une copie à notre comptable. Puis j'avais écrit à Teldra. « Tout est en ordre, tu peux envoyer. » Elle m'avait répondu en 40 secondes. « C'est parti. » Ce que Teldra avait envoyé, c'était une mise en demeure. Adressée à Théodas Colmer, en sa qualité de débiteur principal, rappelant l'existence de la reconnaissance de dette notariée du 14 septembre de l'année précédente, d'un montant de 60 000 €, avec intérêt au taux légal, et dont les 2 premières échéances, remboursables respectivement en mars et en juin, n'avaient pas été honorées. La mise en demeure précisait que sans réponse sous 48 heures, une procédure de recouvrement judiciaire serait engagée. Elle avait été envoyée à Théodas, mais aussi, et c'est ici que les choses devenaient intéressantes, à son associé restant, Corwin Delbast, avec qui il partageait la responsabilité des dettes professionnelles depuis la restructuration du cabinet. Corwin, dont je savais, parce que les gens parlent et que j'écoute, que les propres finances personnelles étaient délicates depuis le rachat de sa maison de campagne. Et elle avait également été copiée à l'expert comptable du cabinet, Aldric Fenouil, qui avait la réputation d'être scrupuleux jusqu'à l'insomnie. À 13h20, le téléphone de Théodas avait commencé à sonner. J'étais dans la cuisine quand ça s'est produit. Je faisais chauffer de l'eau pour du thé. Pas par besoin de thé, mais parce que j'avais besoin de faire quelque chose de mes mains pendant que j'attendais. J'entendais la vibration du téléphone depuis le couloir où il l'avait laissé en partant. Il avait oublié de le prendre, c'était rare chez lui. Je m'étais dit que c'était peut-être un signe, ou simplement une distraction d'homme pressé. Mirande était descendue vers 13h. Elle avait déjeuné en silence, ce qui m'avait presque surprise. Puis elle avait regardé le téléphone qui vibrait sur le meuble de l'entrée. « C'est le téléphone de Théodas » ? Apparemment. « Il a oublié de le prendre » ? Apparemment. Elle l'avait regardé avec méfiance, comme si l'objet cherchait à lui communiquer quelque chose qu'elle ne voulait pas entendre. Puis elle avait serré ses bracelets contre son poignet, un geste nerveux que je lui avais vu faire dans les moments d'anxiété, et elle était remontée. Théodas était rentré à 17h moins le quart, bien plus tôt que d'habitude. Il avait la démarche de quelqu'un qui a couru tout l'après-midi sans s'arrêter, ce pas légèrement déséquilibré, les épaules hautes, les mâchoires contractées. Il avait pris son téléphone, avait regardé l'écran. J'avais compté mentalement. 32 appels manqués, au moins. Plusieurs SMS. Un email de Corwin dont j'imaginais sans peine le ton. Il avait levé les yeux vers moi. Moi, j'étais assise sur le canapé avec un livre ouvert sur les genoux. Un recueil de nouvelles de Gudrun Insdottir que j'avais commencé le matin et qui ne m'avait pas du tout quitté, même dans les moments d'attente. Je l'avais regardé sans sourire. Pas avec hostilité non plus. Avec cette neutralité absolue qui est parfois plus déstabilisante que n'importe quelle colère. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» dit-il. La voix était basse, contrôlée. Il retenait quelque chose de beaucoup plus bruyant. « Une mise en demeure. »« Tu m'as envoyé une mise en demeure ?»« Mon avocate te l'a envoyée, oui, conformément aux termes de notre accord. » Il a posé son téléphone sur la table basse. Il a regardé autour de lui comme s'il cherchait quelque chose. Un témoin, peut-être, ou une sortie de secours. « Solveig, je t'en supplie, on n'en est pas là. Je t'aurais remboursé, tu le sais. Tu avais 2 échéances, tu ne les as pas honorées. Je t'ai envoyé 2 messages en juillet, un en septembre. Tu n'as pas répondu. J'étais débordée. Le cabinet va bien, Théodas. J'ai les bilans. Le contrat Alderman a été signé. Tu m'avais dit que c'était la condition pour rembourser. » Il s'était assis. Il avait passé les 2 mains dans ses cheveux, un geste que je connaissais si bien, ce geste de l'homme qui cherche une sortie dans sa propre tête. « Pourquoi tu fais ça maintenant ? Pourquoi aujourd'hui ?» Je n'avais pas répondu immédiatement. J'avais marqué la page de mon livre avec soin, l'avais posée sur l'accoudoir. « Ce matin, ta mère m'a traité de parasite. Elle a dit que je vivais à vos crochets. Tu étais là. Tu n'as pas dit un mot. Tu as ri. » Il avait ouvert la bouche. « Tu as ri, Théodas, et j'ai dit merci pour la preuve. Tu ne t'es pas demandé pourquoi ?» Mirande était descendue à 17h30,
attirée certainement par les murmures tendus du couloir. Elle avait regardé son fils, elle m'avait regardé, et elle avait deviné, avec cet instinct particulier des femmes qui ont passé leur vie à surveiller les équilibres de pouvoir, que quelque chose s'était déplacé. « Qu'est-ce qui se passe ?» avait-elle demandé. Théodas n'avait pas répondu. Alors je l'avais fait. « Mirande, est-ce que Théodas vous a dit que le cabinet d'architecture a survécu à sa crise de l'an dernier grâce à un prêt personnel de 60 000 €? Le silence avait eu une texture, presque solide. « Quel prêt ?» avait-elle dit. « Le mien, mon argent, gagné par mon travail. Ce travail sur lequel vous crachez ce matin en m'appelant parasite. » Elle avait regardé Théodas. Il fixait le plancher. « C'est vrai ?» dit-elle. Il n'avait pas répondu. La réponse était dans le silence. Mirande avait posé une main sur le dossier du canapé, pas pour s'asseoir, mais pour se stabiliser. Pour la première fois depuis 2 ans, j'avais vu quelque chose vaciller dans ses yeux translucides. Pas de la culpabilité, elle n'était pas encore arrivée à ce stade. Plutôt une reconfiguration brutale de la réalité, comme quand on réalise que la carte qu'on tenait ne correspond pas au territoire. « Tu aurais dû me le dire, » dit-elle à son fils, seulement à lui. « Peut-être, » avais-je repris, mais il ne l'a pas fait. Et vous avez continué à me traiter comme une charge, tous les jours. Les petits commentaires sur ma robe de chambre, c'est un pull d'ailleurs. Les soupirs quand j'utilise la voiture, les regards quand je commande quelque chose en ligne. Et ce matin, devant votre fils, vous avez dit que j'étais un parasite. Je m'étais levée, pas brusquement, posément, avec la lenteur de quelqu'un qui a tout son temps parce qu'il a tout préparé. J'ai contacté Teldra non pas pour punir Théodas, mais parce que j'avais besoin de savoir si ce que nous avions entre nous valait encore quelque chose. Et sa façon de rester silencieux ce matin, de rire pendant que sa mère me humiliait, m'a donné la réponse. Les jours qui avaient suivi avaient eu cette densité particulière des fins de choses, ni dramatique, ni triste au sens lacrymal du terme, plutôt clair, comme une pièce dont on ouvre enfin toutes les fenêtres après un hiver trop long. Théodas avait honoré la première tranche du remboursement en moins d'1 semaine. Teldra avait confirmé la réception. Les autres suivraient selon l'échéancier. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la comptabilité. L'argent rentrait dans ses colonnes. Mirande avait quitté la maison 10 jours plus tard. Théodas l'avait aidé à porter ses cartons vers le bas de l'escalier. Pas jusqu'à la voiture, j'avais remarqué. Ses bracelets ne cliquetaient plus de la même façon. Ils tintaient maintenant comme quelque chose qu'on a perdu. Isolde et moi avions signé le contrat Vestoy 2 semaines plus tard. C'était notre plus grand engagement à ce jour. Elle m'avait envoyé un message qui disait simplement « On est là où on devait être ». J'avais mis le téléphone dans ma poche et j'étais sortie marcher dans le froid de novembre. Ce froid nordique, cinglant, honnête, celui qui ne vous promet rien, mais ne vous ment pas non plus. Je pensais à mon nom, Solveig. Ce que mes parents avaient voulu mettre dedans, la résistance, la ténacité. Ils ne pouvaient pas savoir dans quel sens ces qualités me serviraient. Personne ne peut le prévoir, je crois. On fabrique des outils sans savoir quelle serre ils devront un jour tenir. Il y a une chose que je veux dire avant de finir, parce qu'elle me semble importante et qu'on ne la dit pas assez. Je n'ai pas répondu à Mirande par colère. Je n'ai pas activé la mise en demeure pour me venger. Ces récits-là, ceux de la femme blessée qui cherche à faire mal en retour, je les comprends, mais ce n'est pas le mien. J'ai agi parce que j'avais passé 7 ans à rétrécir. 7 ans à arrondir les angles, à baisser la voix, à ranger mes ambitions dans des tiroirs que j'ouvrais seulement quand j'étais seule. 7 ans à croire que la paix d'une maison valait le sacrifice de ma propre visibilité. Et ce matin-là, quand Mirande avait dit « parasite » avec cette certitude absolue, quelque chose s'était déplacé en moi. Pas une colère, non. Plutôt une clarté. La clarté de quelqu'un qui a trop longtemps regardé un nœud emmêlé et qui reconnaît enfin le bon fil à tirer. Merci pour la preuve. C'était une phrase simple, mais elle contenait tout. Les enregistrements, les documents notariés,
les mois de préparation silencieuse, la décision déjà prise, le courage accumulé en fines couches successives comme les cercles dans le bois des arbres. Je n'habitais pas à leur crochet. J'avais porté leur maison sur mes épaules sans qu'ils le sachent, et sans doute sans que je le sache vraiment moi-même. Et quand le téléphone de Théodas avait explosé d'appels cet après-midi d'octobre, son sourire figé dans le couloir, les mâchoires serrées sur une réalité qu'il ne pouvait plus ignorer, ce n'était pas ma victoire que je célébrais. C'était mon retour. Si cette histoire vous a touché ou fait réfléchir, laissez un like, ça compte vraiment, et abonnez-vous pour ne pas rater la suite.